Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue. Le 34e sommet des chefs d'État de l'Union africaine vient de se tenir donc par visioconférence. Un sommet qui a été marqué par la passation de charge entre le président sortant, le sud-africain Cyril Ramaphosa, et l'entrant, celui de République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 34e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Quels enjeux? C'est le thème de cette émission ce soir. Nous avons comme invité d'abord Maître Jacques Brice Momnougui, avocat au barreau de Bordeaux, panafricaniste et défenseur des droits de l'homme, naturellement. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Aziz, merci beaucoup. Nous avons également en ligne de Bamako au Mali un journaliste, Idrissa Sako, qui est journaliste présentateur à Radio Tamani. Bonsoir. Bonsoir. Et nous aurons aussi, bien sûr, du Gabon, Dr André Adjo, qui est enseignant-chercheur au CNRS, Centre national de recherche scientifique et technologique de Libreville. Sans plus attendre, nous allons d'abord revenir sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et présenter ses ambitions pour ce mandat à la tête de l'Union africaine. Le président congolais qui succède à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa a reçu les symboliques attributs du pouvoir que sont le drapeau et le marteau. Pour ce mandat d'une année, l'homme fort de Kinshasa articule son programme autour de 9 principaux piliers qui vont de la lutte contre le Covid-19 à celle contre le changement climatique, en passant par la paix, la sécurité, la culture, le genre ou l'intégration africaine. Le sommet, dont la tenue a fait l'objet de débats durant les jours précédents en raison de la situation sanitaire, s'est tenu dans un format particulier finalement. Les chefs d'État du continent étaient connectés par visioconférence, tandis que seuls le président entrant et le président de la commission ont été à la tribune devant une 50aine de personnalités. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de République démocratique du Congo, à la tête de l'Union africaine pour 12 mois. Maître Jacques Brice Momnougui, quels enseignements tirer d'abord de ce 34e sommet qui, bien sûr, s'est tenu dans ce contexte de crise sanitaire du Covid-19? Oui, tout d'abord, je pense que le premier enseignement qui est visible, c'est celui du format de sa tenue, puisqu'il s'est déroulé par visioconférence, ce qui est pas typiquement quelque chose de véritablement africain d'un point de vue social-anthropologique, avec une passation de pouvoir donc à distance en raison de la pandémie ou l'épidémie de Covid-19. Je crois que c'est le premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est que véritablement nous sommes véritablement transformés par la surveillance de cette épidémie et qu'il va falloir naturellement trouver les moyens de continuer à exister et à vivre malgré tout, parce que comme je l'ai déjà rappelé, ce n'est ni la première ni la dernière des épidémies. Les autres enseignements que l'on pourrait tirer ont été tracés par le président Félix Tshisekedi lui-même, puisqu'il a pointé au-delà de la lutte contre l'épidémie un certain nombre de chantiers dans son discours de clôture qu'il souhaiterait voir mener. Nous allons parler du grand musée africain, du grand musée égyptien, du mémorial de l'île de Gorée, de la restitution des œuvres d'art, qui est une question cruciale, les œuvres d'art africaines qui sont détenues à l'étranger, et également du prochain réunion de coordination qui se tiendra en Djamena. Donc le programme il est ambitieux, le président il est très ambitieux. Maintenant il reste à voir ce qu'il en sera sur le terrain, étant rappelé que l'Union africaine continue toujours de subir les critiques historiques, parce qu'on ne peut pas. L'idée, c'était de réaliser l'Union africaine, l'unité africaine. Je pense qu'avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est quand même un enjeu majeur, nous allons continuer à progresser vers cette véritable unité, qui est d'ailleurs pour moi le seul moyen de lutter efficacement contre la pandémie, le Covid-19 en Afrique, comme j'ai déjà eu à le dire sur ce plateau.
Lutter contre le Covid-19 en Afrique, ça fait partie des enjeux majeurs de ce 34e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenu pendant 2 jours. André Adjo, on peut considérer que la tâche ne sera pas facile et que les défis sont énormes. Bien, compte tenu du caractère expéditif de ce 34e sommet de l'Union africaine et amplifié en cela par la dimension virtuelle, puisqu'on sait que ça s'est déroulé par visioconférence, on est un peu animé, je suis un peu animé par un sentiment de perplexité. Il y a des grands chantiers, il y a des grands défis. Et cette ambiance un peu timorée va-t-elle inspirer le leadership africain pour embrasser avec enthousiasme les défis que ce leadership a lui-même définis? Je vais quand même en citer quelques-uns. Il y a le défi de la pandémie déjà, avec les implications désastreuses que l'on peut constater. Il y a le défi de la réforme institutionnelle qui est porté par le président Kagame et dont on craint qu'il devienne un serpent de mer finalement. Il y a le défi de la zone de libre-échange dont on attend les contours au niveau de l'opérationnalisation. Il y a les autres défis, y compris sécuritaires. Donc, ce sommet-là, dans les conditions qui s'est déroulé dans les conditions que je viens de décrire, pourra être le début de quelque chose d'entraînant, d'enthousiasmant. Au bout, comme enseignement, il y a plus d'interrogations que véritablement de réponses, parce que finalement tout est sur la table. Donc on attend simplement la mise en œuvre et c'est un peu les enseignements que je tire par rapport à ce 34e sommet. Idrissa Sako, bonsoir. De votre côté à Bamako, vous avez aussi été perplexe avec par rapport à ce que ce sommet a montré, et du moins en ce qui concerne sa tenue, mais également concernant le contenu, avec des questions attendues qui n'ont peut-être pas été suffisamment évoquées. Effectivement, je voudrais saluer les téléspectateurs et vous saluer. Pour ne pas paraphraser mes prédécesseurs, je dirais que le premier sentiment qui se dégage, à mon avis, c'est d'abord la détermination des chefs d'État, des dirigeants africains à faire face aux défis malgré une situation sécuritaire et sanitaire très tendue. Donc, cela est à leur actif. Bon, les défis sont assez nombreux, les défis sont assez colossaux, mais la mutualisation des forces, la mutualisation des moyens pourra permettre à transcender certains de ces défis. Donc c'est le premier sentiment que je trouve. Je pense qu'il faut saluer leur détermination à aller de l'avant, à faire face réellement et concrètement aux défis de l'heure. Une détermination qui est marquée par l'actuel président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous allons écouter. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration après la passation de charge avec son prédécesseur. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où nous accédons à la présidence de l'Union africaine, notre continent est en proie à un défi majeur, celui de faire taire les armes. Dans la région sahélo-sahélienne, les filles et fils de l'Afrique tombent chaque jour sous la barbarie du terrorisme. En République centrafricaine, la paix et la stabilité des institutions élues sont mises à rude épreuve par des rébellions et des groupes armés. Dans la partie est
de mon pays, la République démocratique du Congo, persiste, comme je l'ai relevé à plusieurs reprises, l'insécurité causée par des groupes armés locaux et des mouvements terroristes étrangers, notamment les ADF. Il en est de même de l'Afrique australe, réputée pour sa stabilité et son pacifisme, où le terrorisme est en train de sévir dans la partie nord du Mozambique. Excellences, mesdames et messieurs, une Afrique au service des peuples se construit aussi à travers l'intégration du continent. Une Afrique au service des peuples se construit aussi par l'intégration des peuples du continent. C'est en résumé ce que nous retenons de la fin du discours, de cet extrait du discours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a également, comme ses prédécesseurs, essayé de marquer le coup en prenant à bras le corps la question du terrorisme. Maître Jacques-Brice Momnogui. On peut que saluer cette déclaration dans la mesure où effectivement le souhait aujourd'hui, après plus de 60 ans d'indépendance ou de post-colonisation, je ne sais pas si on doit appeler tout à fait indépendance, je pense que nous étions déjà quelque part aussi, c'est véritablement de réussir une intégration africaine. Il n'est pas question aujourd'hui d'envisager un développement de l'Afrique quelconque, quel qu'il soit, sans la création d'un véritable marché africain. Alors moi, je pense que le coronavirus aurait pu servir d'exemple. Il faut quand même noter que Madagascar a développé dès le départ un produit Covid organisme qui a été après acheté par d'autres pays africains. Je pense que s'il y a un enseignement positif qu'on peut tirer du coronavirus, c'est qu'il a peut-être permis à l'Afrique de se rendre compte que les pays africains peuvent s'entraider et trouver également des solutions à leurs problèmes. Maintenant, l'intégration de l'Afrique pose un problème fondamental, et c'est le cas de toutes les organisations sous-régionales ou régionales que nous avons en Afrique, et celle de leur financement. Tant que l'Union africaine continuera à être financée assez massivement par l'Union européenne et que les États africains, pour des raisons peut-être de budget ou les raisons de guerre ou les raisons stratégiques ou les raisons financières justifiées, ne pourront pas assurer l'autofinancement de notre Union africaine, je crains que notre objectif véritable, qui est celui d'avoir une voie d'Afrique autonome et libre, soit toujours un peu mise en difficulté. Alors l'intégration, elle passe par beaucoup d'éléments. Elle passe non seulement d'abord par cette zone de libre-échange continentale qu'on a mise, son implémentation concrète sur le terrain. Elle passe également par l'enseignement des langues africaines, par le fait qu'on puisse se mouvoir, se déplacer un peu partout sur le continent, et peut-être aussi par une réécriture de l'histoire générale de l'Afrique afin de se projeter un peu mieux. Il y a des projets qui sont en cours qui impliquent d'autres pays. On a parlé du projet que ce soit en ce qui concerne le Sénégal sur l'île de Gorée, ça peut concerner plusieurs pays. Donc si plusieurs pays se mettent, comme on l'a fait au football avec l'organisation de Coupe d'Afrique par plusieurs pays, à financer un certain nombre de relations sur le continent, à permettre la mobilité sur le continent, on parle d'un passeport africain qui permettrait de se mouvoir. Nous parviendrions, en ce cas-là, à réaliser, en quelque sorte, à commencer à réaliser un début d'intégration. Mais les défis sont véritablement nombreux. Et le premier qui est peut-être le plus difficile est celui du financement, de l'autofinancement des institutions africaines. Et ça ne concerne pas que l'Union africaine, ça concerne toutes les organisations régionales où certains pays peinent souvent à apporter leur quote-part à la contribution du financement de ces institutions. Or, nous savons que c'est la main qui donne, qui commande. Donc aujourd'hui, je pense que l'un des défis majeurs à envisager par la nouvelle présidence est d'arriver par le leadership qu'incarne le président Félix Tshisekedi, peut-être par une tournée auprès des autres chefs d'État, à pouvoir mobiliser pour que l'Afrique soit véritablement autonome. Je fais une parenthèse également tout de suite vers l'épidémie avec les vaccins qui arrivent sur le continent, dont on ne sait pas quels sont les effets secondaires, qu'on reçoit à grands coups d'applaudissements alors que d'autres pays sont en train d'arrêter même certaines campagnes. Il faut faire attention à tout cela. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en 2021, l'Afrique soit incapable, plusieurs pays mis en salle, de produire un vaccin. Parce qu'il faut savoir que la maladie, elle concerne les individus qui vivent sur un espace donné, donc qui ont également leur façon de réagir à cette maladie. Et je crois qu'aujourd'hui, vu la prolifération des vaccins que nous avons, l'Afrique gagnerait à développer elle-même sa solution africaine à l'épidémie, à la pandémie. Et on rappelle qu'il y a des vaccins expérimentés depuis plusieurs mois
en Afrique du Sud et qu'il y a quelques jours, les autorités sud-africaines ont décidé de suspendre donc le programme de vaccination qui avait été établi, un programme de vaccination qui devait s'appuyer sur les vaccins AstraZeneca, qui sont jugés inopérants en ce qui concerne le virus, le variant sud-africain du virus de Covid-19. C'est donc la preuve qu'il y a une alerte, en tout cas qui est sérieuse, notamment sur le continent africain en ce qui concerne ces vaccins qui pourraient ne pas être à tous les coups efficaces. Je suis bien d'accord avec vous. Vous avez pratiquement, en votre qualité de journaliste, brillamment rappelé les faits. Ce sont des faits, on ne peut pas les objecter. Nous avons aujourd'hui, je crois que le coronavirus est en train de démondialiser le monde en réalité. Puisqu'on se rend compte qu'on était parti sur l'idée d'une pandémie avec un traitement global pour tous les êtres humains de la Terre. Et on se rend compte que ça ne peut pas être le cas, puisque les Américains, ils ont fait le vaccin, les Russes ont fait le leur qui est pris, la Chine a fait le leur. Et on se rend compte qu'en réalité, quand on parle même de variants, le virus s'adapte par rapport à son environnement. Donc il va de soi que les solutions ne pourront être que des solutions locales et tout au plus régionales, et pas des solutions universelles dictées par un ou deux pays qui arriveront à les imposer à l'ensemble de l'humanité. Je crois que profondément, ce virus nous amènerait à réfléchir sur ce qui concerne l'Afrique, sur la manière dont nous devons nous soigner. Je pense qu'il faut prioriser aujourd'hui, revenir à notre médecine traditionnelle pour la plupart des maux et redonner confiance et créer une véritable pharmacopée qui soit une pharmacie moderne. Et ça nous posera également la question de savoir dans quel monde nous voulons vivre, puisque nous avons aujourd'hui une politique d'une part de dire qu'on confine tout le monde et d'autres personnes qui disent on peut quand même essayer de s'adapter, soit on continue à se voir, soit on ne se voit plus. C'est une véritable question de fond. Et également la question que se posera est une question stratégique. Est-ce que nous allons continuer à dépendre de l'Occident pour la médecine, pour soigner tous les Africains, ou est-ce que nous allons véritablement mettre en place une task force africaine pour lutter contre, pour promouvoir une santé qui soit une santé accessible aux citoyens africains, donc qui ne se coûte pas cher et qui soit une santé adaptée aussi à notre environnement? La lutte contre le Covid-19 est, on le rappelle, d'actualité partout sur le continent africain et Bamako au Mali n'est pas en reste. Et Idrissa Sako, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué les défis sécuritaires sur le continent africain. Le Mali est en proie à de gros défis sécuritaires avec ces attaques qui sont récurrentes depuis quelques semaines dans certaines parties du pays. Le Mali a des attentes particulières par rapport à l'Union africaine et à l'appui aux forces déployées sur le terrain. Très bien. Moi, je souscris carrément à ce que Maître vient de dire, tout ce qu'il vient de faire comme analyse, je souscris carrément à cela. Mais moi, je me méfie beaucoup des intentions en réalité. Pour moi, les actes sont plus éloquents. L'Afrique est longtemps restée dans des idées sans fondamentalement parvenir à avoir le bout du tunnel. Donc, je ne doute pas de la capacité et l'intelligence du président Tshisekedi, mais je pense qu'il n'a que du boulot en réalité. Et il n'a que du boulot sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan sécurité, sur le plan santé, sur le plan politique. Maintenant, comme vous l'avez dit, le thème même de cette 34e session, il parle de la culture. Je pense que la culture, c'est fondamental, c'est essentiel pour une nation. Mais aujourd'hui, le principal défi, c'est le défi sécuritaire et le défi sanitaire. Défi sécuritaire, vous savez, l'Afrique, il n'y a que des foyers de tension partout en Afrique, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, partout. On ne parvient pas à régler ce problème. Et à cela s'ajoute la pandémie à la coronavirus qui n'épargne aucun État. Comme vous l'avez dit, nous avons connu notre pic aussi. À un moment, c'était des centaines de contaminations par jour. Maintenant, les autorités sanitaires évoquent 5 cas par jour, 3 cas par jour. Mais cela n'empêche qu'il ne faut pas baisser la garde, que les attentes sont là. La sensibilisation au respect des mesures barrières demeure un défi. Nous sommes dans des pays où le taux d'analphabétisme est à plus de 80-90%.
Donc, amener les gens à adopter des changements de comportement, ce n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine. Tout cela fait qu'aujourd'hui, il faut une mutualisation des forces, il faut une mutualisation des moyens, il faut conjuguer les efforts pour qu'on puisse parvenir à sensibiliser d'abord les populations à la base et ensuite trouver des moyens, comme l'a dit Maître aujourd'hui. On est désemparé, on ne sait plus à quel sens se vouer. Quand la Russie dit avoir trouvé son vaccin, les États-Unis pointent le doigt sur les lèvres et partout, en Allemagne, on ne sait plus à quel sens se vouer. Nous n'avons pas les moyens, nous continuons à être des consommateurs. Alors, je pense que le défi est là. Le président Tshisekedi, comme je l'ai dit, n'a que du boulot, et comme tous les dirigeants africains. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est donc résolument engagé, on le rappelle, par rapport à sa feuille de route déclinée, à aider à faire reculer le terrorisme en Afrique. Mais il y a le thème de ce 34e sommet André Adjo qui paraît un peu décalé par rapport aux actualités actuelles qui ont cours sur le continent africain, art, culture et patrimoine, alors qu'on est dans un contexte marqué par le Covid-19, mais également par des tensions, des incursions rebelles en République centrafricaine, une guerre en Éthiopie, notamment, au Tigré. Bien. Le thème du sujet, je le rappelle, art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons, est un thème intéressant. On sait que l'Afrique, du point de vue de l'art, de la culture, du patrimoine, c'est un condensé de richesses. La petite réserve, c'est que la culture, l'art, le patrimoine, ça se vit avec enthousiasme, de façon tout à fait intéressante, lorsque les conditions de paix civile sont réunies. Or, nous avons affaire quand même à un continent bien troublé. La quête de la stabilité n'est pas tout à fait terminée. Vous verrez au Sahel, vous verrez dans une bonne partie de l'Afrique centrale, vous verrez à la Corne de l'Afrique, une situation sécuritaire très volatile. Et donc, avoir choisi un thème comme ça, dans les conditions que je viens de décrire, ça paraît pour le moins curieux. Ça n'enlève en rien à l'importance du thème, mais simplement les circonstances nécessitaient-elles, autant pour moi, que les chefs d'État africains s'arrêtent et retiennent un thème comme celui-ci. Vraiment, je suis pour le moins réservé, parce que ça me paraît décalé par rapport à la réalité du moment, une réalité qui est bien éloignée des préoccupations liées à la culture, à l'art et au patrimoine. Nous pouvons collectivement avancer sur ces questions-là. Il faut qu'on avance sur ces questions-là. Vous savez que nous avons des œuvres à récupérer, par exemple, des œuvres qui ont été prises au moment de la colonisation. Mais simplement, chaque État doit s'organiser, étant entendu que l'Union africaine crée la dynamique, chaque État doit s'organiser pour essayer de faire avancer l'art, la culture et le patrimoine africain. Mais ériger un thème comme celui-là, comme le thème du 34e sommet, alors même que la situation est très compliquée par ailleurs, du point de vue de la sécurité, du développement, du point de vue de la pandémie, ça me paraît quand même pour le moins curieux. Thème qui interroge, même s'il est très important, Maître Jacques Bruce Momlogui. Moi, je pense que j'aurais peut-être un avis dissonant sur la thématique en tant que telle. La culture, on nous enseignait ce qui reste quand on a tout oublié. Je crois que souvent, on prend cette affirmation à la légère. Mais en réalité, nous avons, à mon avis, en Afrique, d'abord un défi culturel.
il me semble que tant que nous n'aurons pas reposé les jalons de notre culture véritable, nous ne pourrons rien bâtir qui soit véritablement solide et fondamental. Donc je crois que la culture en réalité précède tout, et même la question première que nous devions nous poser. Lorsque nous disons que nous sommes africains, cela renvoie à quoi? Notre frère, mon frère du Mali, a parlé des foyers de tension qu'il y a partout en Afrique. Est-ce normal qu'il y ait autant de foyers de tension? Il faut comprendre pourquoi il y a ces foyers de tension. Et pour les comprendre, il faut revenir à l'histoire, à l'anthropologie, à la sociologie, à notre culture véritable. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous soyons autant un continent avec des poches de terrorisme un peu partout, etc., etc., etc. Donc je pense qu'en réalité, il ne faut pas prendre la question culturelle comme étant une question parallèle. C'est la question fondamentale, c'est l'épine, c'est la moelle épinière sur laquelle on peut bâtir une Afrique. Parce que si nous reprenons une logique culturelle, nous retrouverons peut-être des logiques de médiation, nous retrouverons des logiques peut-être historiques qui feront que les peuples qui se pensent ennemis pourraient retrouver à travers leur histoire les moyens de faire définitivement la paix. Nous retrouverons les moyens de concevoir une société qui soit véritablement une société humaine. Nous retrouverons les moyens de concevoir une politique, des moyens politiques, des idées politiques qui soient vraiment des idées qui soient adaptées à notre continent. Nous trouverons les moyens de trouver des paradigmes sociaux qui soient adaptés également à notre continent. Nous trouverons les moyens de résoudre le problème de la paix définitivement sur le continent africain. Donc je pense effectivement que la thématique, pour moi au contraire, est une bonne thématique. La culture et notre patrimoine sont véritablement les leviers pour demain, à la condition que nous puissions aujourd'hui faire un véritable débat sur la question africaine et ce que c'est que la culture africaine. Si nous n'avons pas encore pu, tant que nous ne résoudrons pas ce problème, qui est véritablement le problème fondamental, nous serons toujours divisés. Certains considéreront qu'ils sont des pays anglophones parce qu'ils ont été colonisés par les Anglais, et donc ils doivent forcément être différents des francophones, alors même qu'à la base, quand on prend ces peuples, on retrouve les mêmes racines. Si vous prenez l'Angola, vous prenez le Congo, les uns lusophones, les autres francophones, ou vous accrochez pas les Belges, les francophones, vous avez le même substrat, c'était l'Empire du Congo. Et on peut partir comme ça sur tous les espaces africains, que ce soit du côté du Mali, de la Fédération du Mali qui existait, et tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que véritablement, il faut au contraire, plus que jamais, à compter de 2020-2021, reposer la question de la culture africaine comme étant la base même du développement ou d'une vision véritablement panafricaine. Tant que nous n'aurons pas fait cela, nous serons toujours en surface et nous n'aurons pas, à mon avis, ce n'est que mon avis, nous n'arriverons pas à résoudre les problèmes fondamentaux qui se posent aujourd'hui et les défis auxquels on fait face depuis sans trouver de solution. Oui, mais est-ce que ce n'est pas mettre un travail de longue haleine? Parce que dans l'immédiat, les gens ont besoin de se soigner contre le Covid-19. Il n'y a pas d'unanimité en ce qui concerne les thérapies à proposer en ce qui concerne les États africains. L'Union africaine a pris l'initiative COVAX à bras le corps pour permettre aux États africains de se procurer le vaccin. On nous dit qu'il y a un besoin évalué à plus d'1 milliard de doses. Mais bon, il y a de grosses... Je vous pose une question toute simple. Je pense qu'il ne faut pas voir le Covid-19 avec les lumières des statistiques exogènes au continent. Très concrètement, pouvez-vous dire qu'on ne serait pas le Covid-19? Combien de personnes, si je prends le cas d'un pays comme le Cameroun, prenez les statistiques même officielles, combien de personnes attrapent le Covid-19 et en guérissent, même sur le continent actuellement? Nous sommes en train de nous comporter comme si nous étions en face de quelque chose qui ne se guérit pas, alors même que les statistiques officielles, y compris celles de l'OMS, parlent de 99% de personnes qui en guérissent. Et sur le continent africain, le taux est plus fort, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes le continent le moins impacté. Même si c'est vrai, nous avons des variants qui arrivent. Je ne pense pas qu'il faille considérer que nous n'avons pas de solutions aujourd'hui en Afrique. Ce que je suis en train de dire, c'est que même la médecine est un problème culturel. Parce que quand on a vu des pays qui ont essayé d'utiliser les Covid-organismes, le Mara Corona au Congo, ou encore au Cameroun, des protocoles de Monseigneur Tega, qui ont été les protocoles qui ont fonctionné, c'est parce que nous avons trouvé dans notre culture les moyens de résoudre ce problème. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas dissocier la culture des problèmes immédiats. Nous devons l'impacter, au contraire, comme un moyen de solutionner nos problèmes immédiats. Et c'est en cela que je dis que la culture est fondamentale.
Idrissa Sako, on a bien noté que justement l'aspect sécuritaire intéresse d'abord les populations au Mali, notamment en raison de ce qu'il s'y passe au centre et au nord du pays, avec certains groupes armés qui continuent d'y sévir. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que le mandat à la tête de l'Union africaine est de 12 mois, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va avoir les moyens de faire avancer les points qui sont contenus dans sa feuille de route? Mais merci. La question me fait sourire. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais quand même parler sur cet aspect que Maître a développé tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui que la culture est essentielle. Essentielle qu'elle soit, elle demeure malheureusement dans les discours officiels. Prenons par exemple individuellement nos pays africains. Prenons-les individuellement. Quel est le pays qui accorde au moins 10% du budget à la culture? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi aujourd'hui, outre les questions culturelles, je pense que les questions sécuritaires et les questions sanitaires doivent primer, doivent venir au premier plan. Et puis, en plus de tout cela, les problèmes politiques, les réformes approfondies pour aller de l'avant est tout à fait nécessaire. Donc, pour revenir à la question sécuritaire au Mali, notamment, vous savez, au Mali, le centre est stigmatisé. Le nord était auparavant le foyer de tension par prédilection, mais aujourd'hui, le conflit s'est transporté au centre du Mali, à quelques 500 km de Bamako, dans la région de Mopti, où il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait attaque sur des morts d'hommes. C'est récurrent. Maintenant, est-ce que, avec l'avènement de M. Tshisekedi à la tête de l'IA, cela pourrait influencer positivement les donnes au Mali? C'est un rêve. Je peux rêver, c'est un rêve. S'il se réalise, ce serait tant mieux, mais difficilement. Tant qu'on ne revoit pas la coopération militaire entre la France et les pays africains, tant que les Africains n'arrivent pas à s'assumer, à comprendre que leur sécurité, c'est d'abord eux, je ne pense pas qu'il y aura des lendemains meilleurs, parce que le conflit aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Mali. Ça a commencé au Mali dans les années 90, on l'a laissé faire, on l'a laissé courir jusqu'à dans les années 2000 avec l'éclatement ou l'effritement de l'empire entre guillemets de la Libye. Et maintenant, le Niger, le Burkina Faso, un peu la Mauritanie. Et aujourd'hui, on entend que les djihadistes se transportent du Mali pour la Côte d'Ivoire et pour le Bénin. Vous voyez que la gangrène s'étend partout. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au début de cette intervention que le nouveau président de l'Union africaine n'a que du boulot en réalité. Il n'a que du boulot. Et maintenant, il faut trouver les moyens pour l'accompagner, pour l'aider à trouver des failles et à trouver une solution pour tout le monde. Merci. Il va falloir beaucoup plus que des intentions, on le comprend bien, on comprend pas votre scepticisme, mais vos appréhensions par rapport à ces importants défis et à ces annonces et à leur impact sur la situation sécuritaire au Mali. Mais il y a une autre épine dans le pied de l'Union africaine. Il s'agit de la guerre au Tigré. André Adjo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union africaine ont-ils la possibilité, les moyens de ramener la sécurité et la paix au Tigré quand on sait que le gouvernement d'Abiy Ahmed avait pendant un bon moment rejeté les offres de médiation des pays africains? La feuille de route du président Tshisekedi me paraît assez claire. Avancer sur la question de la gouvernance démocratique et faire cesser les guerres, globalement. Ce n'est pas une innovation. Vous savez qu'il y a la déclaration de Lomé de 2000, il y a la charte africaine de la gouvernance, de la démocratie. Il y a même
l'agenda 2063, qui reprennent un peu ça. Mais simplement, aura-t-il les moyens de faire avancer ces questions sensibles? Bien, nous avons vu ces dernières semaines, ces derniers mois, l'ONU s'en préoccuper ouvertement, notamment par rapport à la guerre au Tigré. Nous avons vu l'Union européenne s'en préoccuper à sa manière. Je ne juge pas de ce positionnement-là. Nous avons même vu des menaces. L'Union européenne a menacé l'Éthiopie par rapport à l'aide qu'elle apporte à ce gouvernement-là. Eh bien, l'Afrique est restée inaudible, notamment l'Union africaine. Je pense que comme la plupart des dossiers, vous voyez le Sahel, vous voyez cette partie de l'Afrique centrale, Centrafrique, Cameroun, Tchad, Nigeria, et vous pouvez descendre jusqu'en RDC, etc. L'Afrique, et même la Corne de l'Afrique, au-delà de la question du Tigré, l'Afrique est bien muette. Et aura-t-elle les moyens cette fois-ci d'influer sur la situation au Tigré? Moi, j'en doute. C'est aussi la question de la marge de manœuvre qu'on accorde à la Commission de l'Union africaine. La Commission met en œuvre la politique définie par les États. Nous n'avons pas vu un État en Afrique se prononcer sur la question du Tigré. Et donc ça laisse présager la position future de l'Union africaine par rapport à ce dossier-là. Donc sur ce point-là, je pense que je ne suis pas particulièrement optimiste. Je suis très très réservé. Je ne suis pas très enthousiaste. Parce que je vais pointer de petites insuffisances. L'Afrique a peine à mobiliser des moyens pour soulager sa propre condition. Pour réunir le budget de l'Union africaine, c'est la croix et la bannière. Et vous savez que plus de 2/3 du budget africain, ce sont les partenaires internationaux. Le reste étant supporté par les États qui eux-mêmes ont souvent du mal à contribuer. Donc ça, c'est la première réserve. Elle est simplement liée à la mobilisation des moyens matériels et financiers. Il y a une autre réserve qui est liée à la méthodologie. Il y a par exemple l'agenda 2063 qui devait créer une dynamique telle que tous les peuples d'Afrique soient engagés dans le respect des engagements consignés dans ce document-là. Mais le fait que chaque chef d'État, lorsqu'il arrive à la tête de l'Union africaine, est plutôt préoccupé par ses propres projets pour développer sa propre vision, alors qu'il y a une vision prédéfinie, cela me semble poser des soucis méthodologiques. Et donc je mets en cause clairement la stratégie qui est celle du leadership africain par rapport à la vision que nous devons développer et sur laquelle tous ensemble nous devons nous accrocher. Il y a un problème de leadership, de stratégie, maître Brice Momnogui. On se rappelle que lors du magistère de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain à la tête de l'Union africaine, il a été mis en avant la lutte contre la corruption et le renforcement de la gouvernance. Sous celui de Paul Kagame, il y a eu des efforts pour la cohésion et
notamment la mise en place de ce marché commun africain, à chaque fois, il y a de très belles initiatives qui sont prises avec des cahiers de route clairs, mais est-ce que chacun ne semble pas être plutôt préoccupé à marquer son passage à la tête de cette organisation au lieu de s'inscrire dans cette dynamique qui a été établie de commun accord, à savoir l'agenda 2063. Je pense effectivement que notre frère du Gabon qui s'est exprimé a été très pertinent là-dessus. Il y a un problème de méthodologie évident. Et alors qu'il y a un agenda qui est en place et qu'on ne l'implémente pas, mais qu'on attend 2063 pour vérifier s'il a été implémenté, et qu'il y a un leadership qui arrive avec une vision. On ne peut pas empêcher un leadership d'avoir une vision, mais je pense que cette vision doit tendre vers l'objectif global qui est celui de 2063. J'aimerais revenir aussi sur une autre question fondamentale qui aujourd'hui pas remet en cause, mais disons affaiblit un peu l'Union africaine. Parce que pour résoudre un conflit, pour peser de son poids dans les différents conflits, pour être entendu, il faut de la crédibilité. L'Union africaine souffre aujourd'hui vis-à-vis des États africains, des Africains, d'un problème de crédibilité. N'oublions quand même pas que l'Union africaine était impuissante lorsque la Libye se faisait bombarder par les forces extérieures au continent africain. Donc cela a marqué des choses très importantes. L'Union africaine, ça a été le cas également en Côte d'Ivoire, ça a été le cas un peu partout en Afrique. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a des conflits, pour résoudre un conflit, l'une des premières règles d'or que nous apprenons dans la négociation, c'est la crédibilité du partenaire qui se propose comme médiateur. Donc les partis aujourd'hui n'ont plus de crédibilité vis-à-vis de l'Union africaine. Donc le président actuel a d'abord ce caillou dans sa chaussure qui est celui de restaurer une certaine crédibilité et donc par atteindre une certaine autorité de l'Union africaine. Un autre problème qui est tout simplement juridique, c'est que lorsque la Cour africaine des droits de l'homme est condamnée, mais ce sont que de simples recommandations, n'est pas une valeur contraignante. Donc les États ou les partis savent qu'elles ne se trouvent pas sous un pouvoir de contrainte véritable et donc du coup l'Union africaine encore là-dessus manque du coup d'autorité. Pas de crédibilité, pas d'autorité et bien du coup pas d'efficacité. Je crois que la présidence devrait travailler bien sûr au-delà d'implémenter, comme on l'a déjà dit, un agenda véritable, traçable, lisible et visible de 2063, travailler sur le problème de crédibilité et sur le problème aujourd'hui de crise d'autorité et de contrainte de décisions ou des résolutions que peuvent prendre les institutions africaines. Je crois que lorsqu'on a passé deux éléments, on a des difficultés, on le voit en Europe. Si l'Europe fonctionne, c'est parce qu'il y a des pouvoirs de contrainte, c'est parce que les commissions européennes et le Parlement peut prendre des décisions, résolutions qui s'imposent aux États, c'est parce qu'il y a une banque centrale européenne qui peut prendre des décisions pour l'ensemble des États. Sinon, pour faire fonctionner une telle mécanique avec autant d'États, il faut absolument restaurer de la crédibilité et remettre en place une véritable autorité sans laquelle on ne peut pas véritablement implémenter quelque chose de durable. Nous aurons simplement des changements de président, peut-être sans grand impact à long terme. Et le défi reste pour l'Union africaine en pleine pandémie de Covid-19 de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que la maladie recule. Il y a cette deuxième vague sur le continent et vous avez souligné tantôt, maître Jacques-Brice Moumnougui, avec le variant sud-africain qui est plutôt tenace. Mais les réponses à apporter par l'Union africaine devrait être variée. On parle beaucoup de vaccins, mais il faudrait certainement mettre en avant autre chose en Afrique. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Aziz. Le problème est que face à ce genre de pandémie, je ne suis pas médecin, mais on a vu les stratégies politiques qui ont été adoptées puisque la santé est une politique publique. Donc, ce sont des politiques sanitaires qu'on doit définir. Alors, laquelle on a déterminé assez tôt qu'avec un vaccin, on arriverait à solutionner le problème. On se rend compte aujourd'hui que les êtres humains étant tellement variés, les virus mutants, que le vaccin ne serait pas une solution. Quelle est donc la deuxième solution qu'on peut avoir? D'autres pays ont tenté de proposer l'immunité collective, c'est-à-dire laisser tout le monde se contaminer et à un moment donné, on va y résister. D'autres pays ont proposé de faire des thérapies. Je pense qu'en réalité, si l'on devait envisager en Afrique
une méthode, sans être vraiment un expert ni un dirigeant, un décideur, sans avoir toutes les données que peuvent avoir nos dirigeants, que nous n'avons pas, nous les acteurs de la société civile, serait d'abord la première réforme la plus importante, ce serait celle de l'alimentation. Pourquoi je le dis? Parce que l'on sait que la santé passe d'abord par l'alimentation. Donc, si nous arrivons à avoir une alimentation la plus saine, d'abord et la plus équilibrée, nous résoudrons beaucoup de mots. La seconde décision, ça doit être, j'ai vu les pays les mettre en place, lorsqu'on entre sur les continents, des politiques de tests, de dépistage, etc. Voilà, de manière à permettre effectivement que les porteurs de virus n'affectent pas beaucoup plus les pays. Et puis, il faudrait évidemment développer sur le continent, on l'a même déjà fait, des protocoles de soins, évidemment, et leur donner également une certification qui soit quelque chose de normé, qu'on puisse produire à grande échelle pour le continent. Moi, personnellement, je ne pense pas que la vaccination soit la seule thérapie, la seule solution à la fin de cette épidémie. On sait qu'on parle en plus d'une maladie qui varie beaucoup. Ça veut dire que, mais on le dit même ici, hein, on nous dit que si vous vaccinez, ça n'empêche pas d'être contaminé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le véritable problème n'est pas tant celui des contaminations, comme tout le monde le répète. Moi, je crois que le problème, il est celui de la mortalité. Si l'être humain arrive à s'adapter à ce virus, finalement, on y aura survécu. Et donc, je crois que c'est le défi aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que les êtres humains en meurent le moins possible, plus que de créer une contamination qui paraît tellement rapide que, et voire difficilement contrôlable. Voilà un peu quelques pistes de réflexion très modestes que j'essaie de mettre, sans être bien sûr un expert de la question médicale. Idrissa Sarko, il va falloir pour l'Union africaine se battre pour que les pays du continent disposent de ce vaccin? Tout à fait. Ben, avant d'aborder cette question, je voudrais rappeler que sur le plan sécuritaire qui me préoccupe beaucoup, vous savez qu'au Mali, ici, pour la stabilisation et pour lutter contre le terrorisme, nous avons des forces étrangères. Nous avons l'opération Barkhane, l'opération française, nous avons la MINUSMA, nous avons l'opération Takuba, nous avons le G5 Sahel, tout ça pour contenir, sinon faire face au terrorisme ambiant. Mais que dalle, ne soyez pas surpris aujourd'hui, en tout cas d'ici la fin de l'année, en attendant que des hommes armés non identifiés ont posé des mines ou ont tué des paisibles citoyens. Je vais vous dire tout simplement qu'ils sont 2 fois plus nombreux que les forces et les armées maliennes. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la copie? Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la stratégie de lutte contre le terrorisme en Afrique? C'est ça la préoccupation essentielle ici au Mali aujourd'hui. Maintenant, pour se battre, pour avoir des vaccins, ce n'est pas facile. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau que nous sommes pratiquement démondialisés maintenant parce que chaque pays puissant, pour ne pas dire continent, chaque pays puissant a développé son vaccin. Et nous sommes des consommateurs. Maintenant, quel est le vaccin le plus approprié pour l'Afrique? La question reste posée. Mais récemment, nous avons appris que 270 millions de vaccins anti-Covid sont disponibles pour le continent. Bon, vous savez, l'Afrique aussi, la plupart des pays n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mutualiser les efforts, il faut aller ensemble, il faut serrer le coude et puis trouver les moyens pour financer ces vaccins. Il faut trouver des moyens pour mettre à disposition ces vaccins contre le Covid-19. André Adjo, on va conclure avec vous sur cette question. Est-ce que c'est le chemin à suivre pour l'Union africaine, se battre pour mobiliser davantage de vaccins contre le Covid-19 On nous a dit qu'il fallait, les voies autorisées ont indiqué qu'il faut pour le continent africain 1 milliard de doses minimum. Bien. Ce à quoi nous assistons dans le monde par rapport à cette pandémie est très intéressant, par rapport au jeu de puissance, au rapport de force, par rapport à la maîtrise de la science. Et on sait ici que la science, finalement, c'est le pouvoir. Donc nous voyons aussi une démonstration de pouvoir venant de la part d'un certain nombre d'entités qui comptent dans ce monde. Et nous n'avons pas vu l'Afrique s'illustrer dans le domaine d'une
dans le domaine de la science, d'une maîtrise quelconque de l'expertise en matière de gestion pandémique. Nous n'avons pas vu l'Union africaine soutenir les initiatives endogènes, notamment dans la quête des protocoles sanitaires. Là, il y a la question du vaccin qui se pose. L'Afrique va en rang dispersé, ils en ont discuté, mais il n'y a rien de véritablement concluant par rapport à ce qui en est sorti. La Guinée a commandé son propre vaccin, notamment le vaccin russe. L'Afrique du Sud a commandé son propre vaccin. Le Maroc a commencé à vacciner. L'Algérie a commencé à vacciner. Et donc la question de la coordination se pose. L'Union africaine, à partir du moment où certains ont fait cavalier seul, quelle stratégie commune et coordonnée l'Union africaine à ce stade pourra-t-elle mettre en œuvre? J'ai plutôt le sentiment que nous restons en Afrique dépendants de l'expertise exogène de l'OMS, qui d'ailleurs a promis des millions de doses, je pense 200 millions de doses au continent africain, et qui ne viendront même pas dans les semaines à venir, qui viendront plus tard. Les grands pays se serviront d'abord. Donc là encore, j'ai plutôt l'impression que chaque État va se débrouiller pour gérer à sa façon cette pandémie, mais du point de vue de la Commission africaine, la stratégie reste illisible, simplement parce que cette commission est faible structurellement. Sur le plan structurel, il y a beaucoup à faire en ce qui concerne l'Union africaine. Il va falloir davantage de mobilisation sur le continent pour venir à bout de la pandémie de Covid-19 qui en est à sa deuxième vague dans de nombreux pays et plusieurs continents à travers le monde. L'Afrique n'y échappe pas. C'est dans ce contexte donc que s'est tenu le 34e sommet de l'Union africaine par visioconférence, sommet qui a vu l'arrivée à la tête de l'organisation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la confirmation au poste de président de la Commission de l'Union africaine de Moussa Faki Mahamat. Nous avons donc exploré les enjeux de ce 34e sommet en compagnie de maître Jacques Brice Momnogui, avocat au barreau de Bordeaux, panafricaniste et défenseur des droits de l'homme, mais également avec Idrissa Sako, journaliste à Radio Toumani. Merci. Merci beaucoup. Sans oublier André Adjo, enseignant-chercheur au CNRS, Centre national de recherche scientifique et technologique au Gabon. Merci d'avoir été en notre compagnie pour ce numéro de la Tribune du mardi et n'oubliez pas qu'il ne faut jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir. Merci.